Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, on se plonge dans le quotidien d'un entraîneur professionnel avec Romain Révelli. Dans ce premier épisode, il explique comment ce métier est addictif et usant à la fois, comment il faut savoir se préserver mentalement et physiquement. Il raconte aussi son parcours à l'AS Saint-Etienne comme joueur, formateur et adjoint de Christophe Galtier. Le Sud Vert numéro 28 épisode 1, c'est parti. Salut Romain, comment tu vas ? Ça va, très bien, merci. On se connaît depuis ton passage à Saint-Étienne avec les U17, puis comme adjoint de Christophe Galtier, et ça faisait un moment que j'avais envie qu'on fasse une émission ensemble pour parler de la vie d'entraîneur professionnel. Écoute, je te propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Dans certaines interviews, j'ai lu des entraîneurs qui disaient qu'ils pensaient tout le temps à leur équipe, sauf quand ils dorment et encore, et que c'était ce qui rend ce métier aussi usant qu'addictif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors j'ai plusieurs avis sur ça. Le premier, c'est vrai que c'est incroyable que c'est une addiction parce que quand on est dans les périodes où on travaille pas, de chômage, où on attend des clubs, des fois pendant 2, 3, 4 mois, rapidement, c'est vraiment un manque physique qui vous prend au ventre. Et à l'inverse, quand on est dedans, bah, c'est vrai qu'on se remet tout de suite dans les problèmes parce que qu'on joue le bas de tableau, le haut de tableau, il y a toujours des problèmes à gérer. Mais bon, on essaie de prendre du recul et au final, comme ça devient notre quotidien, que ce soit pas trop des problèmes de terrain ou d'entraînement ou de jeu, mais c'est surtout le management des hommes, les relations humaines qui sont toujours un peu plus exacerbées à très haut niveau, compliquées parfois ou magnifiques aussi. Donc c'est vrai que comme c'est notre quotidien, bon, des fois on pourrait se dire, ah, c'est un peu contradictoire. On pourrait se dire, ah, je serais mieux en vacances, je serais mieux. Mais au final, non, parce que quand on l'est, on a vraiment ce manque. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut faire attention, bien sûr que on pense toujours à sa compo d'équipe, à l'entraînement du lendemain, à ce qu'on va dire à un joueur. Est-ce qu'il faut le dire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre 2, 3 jours? Il y a des tas de décisions à prendre. Donc, il faut toujours y penser. Mais pour ma part, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut moi, par exemple, c'est assez précis. Je m'aperçois que quand je me pose trop de questions, je suis pas bon dans mes choix. C'est quand justement j'arrive à prendre un peu de recul. Alors pas forcément chez moi. Moi, j'ai besoin de rester beaucoup au club, mais c'est des longs moments où je vais peut-être sortir des réunions avec mon staff ou avec mes dirigeants, m'enfermer dans mon bureau. Et c'est là où les meilleures idées de choix vont me venir. Il y en a pour d'autres, ça va être quand même de rentrer un petit peu à la maison, même si moi, personnellement, à la maison, j'ai aussi une super famille qui me laisse travailler et tout, mais j'ai des enfants en bas âge. C'est plus dur de penser. Ça me fait reprendre de la fraîcheur, mais c'est plus dur, si tu veux, de penser à mes choix. Donc voilà, il faut trouver. Après, on se connaît. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des moments où tu auras besoin. Tu es rassuré d'avoir 2 ou 3 heures seul dans ton bureau parce que tu sais que là, tu vas pondre la bonne séance. Et des moments où tu as besoin de rentrer à la maison et en effet de débrancher un petit peu que le foot pendant au moins 1 heure ou 2. Mais tu as plaisir le soir à remettre un match de Ligue des Champions et le regarder comme si tu regardais ton équipe, sur des principes de jeu, tout ça. Donc, c'est des questions qui sont pas simples, si tu veux, parce que chaque entraîneur est différent et c'est pas aussi simple que ça que de dire moi j'ai besoin de pas y penser l'après-midi, d'y penser que le matin, ou moi j'ai besoin de beaucoup y penser 24/24. C'est pas aussi simple que ça pour un entraîneur. Mais toi, par exemple, tu parlais de tes enfants quand tu t'en occupes. Est-ce que tu arrives vraiment à débrancher ou ça tourne toujours quelque part en arrière-plan dans ta tête ? Non, quelque part, maintenant ça va mieux qu'avant. Avant, j'arrivais pas à me débrancher. Donc, par exemple, on parlait à table et puis je répondais pas aux questions. D'ailleurs, mes enfants, mes plus grands, me chambrent parfois avec ça parce que voilà, maintenant j'arrive quand même à m'intéresser à la vie de famille de tout le monde. Et puis, mais c'est toujours dans un coin de votre tête. Voilà, c'est toujours dans un coin de votre tête. Et puis, je dirais que quand on se rapproche des matchs, à partir du milieu de semaine, vous arrivez à vous concentrer le soir, à prendre du plaisir avec la famille, mais vous pourriez pas sortir au restaurant, ou pour ma part, vous n'avez plus envie de ça. Mhm. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même en train d'y penser. Vous avez besoin d'être toujours dans le même rituel à votre maison.
avec votre épouse, avec les enfants. Ça, vous arrivez à gérer, je veux dire. Mais après, on me mettrait des choses extérieures, j'arriverais plus à gérer. J'ai besoin d'y penser quand même en permanence. Ça m'angoisserait de ne pas y penser. Il y a quelques années, j'avais interviewé Christophe Galtier pour le Figaro. Il m'avait expliqué qu'il échangeait avec quelqu'un, alors sans trop préciser si c'était un préparateur mental, enfin, il n'avait pas précisé la fonction, mais c'était quelqu'un qui l'aidait à gérer le stress, l'aspect mental. Il y en a aussi qui vont jouer au golf. Toi, tu fais comment concrètement? Est-ce que tu as pris beaucoup de cheveux blancs depuis 10 ans? Moi, ce que je fais, c'est par des choses très très simples. Parfois avec ma famille, mais j'ai besoin de moments seuls aussi. Moi, par exemple, j'adore lire. Et par exemple, de me plonger au moins une soirée par semaine dans un bon bouquin, dans des articles de presse sur l'actualité, dans une bonne bande dessinée, parce que j'en suis fan, c'est quelque chose, par exemple, qui me permet un petit peu de vider, si vous voulez, si tu veux vider un peu, comme je dis, vider la cuve. Mhm. Chaque semaine, tu emmagasines un peu de la crasse, tu vois, au fond de la cuve qui monte, qui monte, qui monte. Parce que c'est la crasse, c'est un petit peu les problèmes des autres, en fait, que tu prends. C'est-à-dire qu'un joueur, il vient te voir, il a un problème, bah, tu le prends, il faut le résoudre. Ton adjoint, il vient, il y a un problème de terrain, coach, on a un problème pour l'avion, on a un problème. Tu règles à peu près, je sais pas, 40 ou 50 choses dans la journée. Et puis, il y a des conflits, beaucoup, avec des gens du club, avec des journalistes, des fois, c'est pas des conflits, mais il faut que tu montes le ton à l'entraînement, dans un entretien individuel, avec un jeune, Donc, tout ça, quand même, ça laisse des traces. Et c'est vrai que pour moi, la vie de famille me permet d'oublier, mais aussi m'isoler seul pour lire un livre. Voilà, moi, c'est ces choses-là, j'adore lire. Et puis, j'adore passer du temps avec mon épouse aussi, mes enfants. Donc, ces deux choses-là. Mais je suis d'accord avec Christophe. D'avoir quelqu'un à qui parler, qui t'aide, c'est indispensable. Cependant, pour ma part, j'ai pas encore la bonne personne, si tu veux. D'accord. Tu vois, c'est pas aussi simple que de dire je vais aller voir un psychologue du sport ou un préparateur mental. Je pense que c'est au-delà de ça pour un entraîneur. C'est faut vraiment tomber sur quelqu'un qui parfois peut être pas forcément quelqu'un du métier du mental, si tu veux, qui pourrait être ton frère ou je sais pas ou quelqu'un en effet un spécialiste. Mais cette personne-là, tu vas pas aller la démarcher comme ça, taper une porte, dire voilà, je cherche quelqu'un. Je pense que quand tu es entraîneur, à ce niveau-là, on va te présenter quelqu'un. Tu vas avoir des discussions avec lui. Ça va te faire du bien. Puis tu vas dire, bah tiens, pourquoi on se verrait pas une fois par mois? Et moi, personnellement, j'aimerais avoir ça. Mais aujourd'hui, je débute ma carrière et j'ai pas forcément encore rencontré les gens qui me permettraient. Mais je suis ouvert Tu es ouvert, ouais. à une aide pour l'entraîneur comme une aide pour la gestion de l'équipe. Dans ton staff, tu n'as pas toujours les compétences de gestion mentale des joueurs. Le management, c'est plus dur, c'est très très dur. Gérer différents caractères, différents êtres humains. Et c'est vrai que même pour l'entraîneur, si tu veux, c'est le futur, il va passer par là parce qu'il y a trop de choses à gérer. On va revenir sur ton parcours, mais toi, le rôle d'entraîneur ou de formateur, à quel moment est-ce que tu te dis, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien? Très rapidement, au final, quand j'étais joueur, j'étais souvent quelqu'un qui aimait, par mon caractère, j'étais souvent capitaine d'équipe, tout ça. Donc ça me plaisait. Plus que de ma performance, j'aimais être dans ce rôle. Je l'ai beaucoup été. Après, rapidement, j'ai une bonne carrière de joueur, mais qui s'est terminée au niveau de national 2, quoi. Mhm. Et Mais tu peux peut-être nous le rappeler en quelques mots, donc centre de formation de voilà, la ben, Saint-Étienne. formation de la Saint-Etienne, où j'ai fait très belles choses. Mes meilleurs souvenirs sont jeunes, des sélections en équipe de France, la Gambardella, des poules finales du championnat de France. J'ai joué avec des très grands joueurs, hein, des Jérémy Janot, des Willy Sagnol, des Adel Chedli. Enfin, j'ai vécu, j'étais moi-même en toute humilité un bon espoir, mais pour des raisons, je suis pas vraiment passé à très haut niveau, même si j'ai joué à très bon niveau, que ce soit avec l'équipe réserve de Saint-Etienne, à m'entraîner avec les pros. Et après, j'ai fait ma carrière au Puy-en-Velay Mhm. en national. Et c'est vrai que rapidement, j'avais une exigence en moi et un leadership qui faisait que pour moi, le national au Puy, c'était pas suffisant. Et j'ai vite senti, à un moment, au bout de 3 4 ans où je jouais là-bas, au début, je faisais que joueur, puis après, j'ai pris un peu l'entraînement des sections sportives et rapidement, je me suis aperçu que comme j'aimais diriger et que je pouvais que pour moi, le plus beau, c'était d'arriver un petit peu à l'image d'un chef d'orchestre, à travers des entraînements, retrouver des choses en match, harmoniser tout ça, motiver, entraîner les gens, avoir le côté entraînant et tout dans mon caractère. Ben, rapidement, je me suis mis l'objectif de retrouver le haut niveau que j'avais un petit peu connu, mais pas suffisamment à mon goût, par un manque de chance aussi peut-être. Et ben, ça a été, j'avoue, un de mes objectifs.
Voilà, donc d'essayer de le retrouver à travers l'entraînement plus que l'aspect joueur. Tu as évolué à l'AS Saint-Etienne avec un nom qui était assez connu, puisque il avait été porté par deux joueurs Oui. de la grande époque sans que vous ayez de liens familiaux. Comment tu l'as vécu, toi, pendant tes années de formation? C'était pas évident finalement. Ben, moi, je suis très fier de mon nom, de mes origines, et puis j'étais fier dans le même nom que deux grands joueurs français et de Saint-Étienne que je connais en plus, surtout Patrick plus qu'Hervé, et des gens que j'apprécie beaucoup. Et donc ça, c'est super. Après, ce qui a pas été évident, c'est que c'est vrai que souvent on m'a posé la question des millions de fois peut-être. En plus, j'étais capitaine des moins de 17 ans de l'équipe réserve, donc parfois ça avait un côté un peu pesant ou inconsciemment. Ben moi, voilà, j'étais stagiaire pro, je m'entraînais avec les pros, mais je jouais pas. Je faisais des bandes touches ou je faisais des matchs amicaux. Ça s'imposait pas que je joue vraiment avec les pros. Il me manquait un peu quelque chose. J'avais pas vraiment de chance. Et c'est vrai que je sentais des fois dans les gens, bon ben voilà, j'étais peut-être pas inconsciemment avec du recul, le révéli du niveau, si vous voulez, des deux frères. Donc ça en venait des fois un petit peu. Des fois, alors que j'adore mon nom par rapport à ma famille à moi et mes origines, c'est vrai que des fois, bon, à la fin, j'avoue, de ma carrière de joueur, maintenant, c'est une question qu'on me pose beaucoup moins. Mhm. Mais quand même, on me la pose tout le temps. Hein. Là, j'arrive dans une nouvelle région dans le Nord, tout de suite, les gens, ils me demandent. C'est un nom qui est pas courant en plus. Donc, Ouais. Est-ce que tu en parles avec ton attaquant à Dunkerque, Kevin Rocheteau? ouais, c'est vrai qu'une fois, à Cholet, je l'avais déjà, à Cholet, donc on avait parlé de ça. Et lui, c'est incroyable parce que il m'a fait le même retour. Il me dit, c'est incroyable le nombre de fois que les gens nous posent la question, mais c'est pas que dans le foot. Vous rentrez dans un commerce, vous rentrez suite quelqu'un et tout le monde a suivi un peu les Verts en 76, donc même les gens qui, des fois, vous pouvez avoir une mamie de 70 ans qui va me poser la question alors qu'elle n'est pas dans le foot, mais c'est sa période, donc elle tient un commerce ou l'a croisé chez le médecin. C'est au-delà du foot, c'est une question. Et lui, il me disait pareil, qui revient sans arrêt au final. Au Puy et en Haute-Loire plus généralement, tu as arrêté de jouer assez tôt pour te consacrer à l'encadrement et au coaching. Comment tu as vécu voilà, de renoncer quelque part à cette carrière de joueur? Ouais, je pense que ça m'a aidé parce que j'ai commencé très tôt. Du coup, je suis arrivé très tôt formateur, très tôt adjoint. J'ai tout fait. J'étais un des plus jeunes conseillers techniques CTD de France. Je pense que j'ai dû être un des plus jeunes adjoints de France parce que quand j'ai débuté adjoint, ma première année en 2011, bah, je crois que j'avais 34 ans et j'entraînais par exemple Laurent Batles qui en avait 36. Donc c'était magnifique quelque part. J'en suis fier. Mais c'est vrai que je pense que quand on est jeune, on fait des erreurs. Et avec du recul, malgré que j'aimais énormément entraîner, j'aurais dû. Et puis, c'était pas la même époque. Je suis pas très vieux, mais on n'était pas trop conseillé par des gens. J'étais un peu jeune et c'est vrai que j'ai eu une opportunité de basculer sur un poste de conseiller technique. J'avais eu une opération à un genou, mais qui m'empêchait pas de rejouer à haut niveau. J'avais mes premiers enfants qui étaient arrivés, donc un peu tout ça m'a fait basculer, mais Mhm. très rapidement, je me suis lancé encore plus là-dedans, mais rapidement, les 3 4 premières années, j'ai vu que c'était une erreur que j'avais faite parce que le jeu, il n'y a rien qui remplace le jeu. Et en fait, il faut jouer le plus longtemps possible. Même quand vous êtes entraîneur et que vous êtes un espèce de chef d'orchestre qui emmène les gens avec vous, ça n'a rien à voir avec le joueur. Le joueur, vous êtes vraiment l'acteur. Encore souvent, je rêve la nuit, que je ressens ce que je ressentais à haut niveau, l'impact, la vitesse du ballon, les interventions que je faisais dans des rêves ou des cauchemars, parce que quand je me réveille, je me dis, mais je jouerai plus jamais au foot. Et ça, tous les jours le ressentent et je l'ai ressenti trop jeune par rapport à la passion que j'avais, mais c'est comme des erreurs que vous faites à 20 ans, par exemple, ou à 25 ans. Voilà, c'était fait, après j'ai basculé dans autre chose, c'était fini, c'est comme ça. Ça reste un petit peu un regret d'avoir arrêté aussitôt. Tu reviens à Saint-Etienne en 2007 pour t'occuper des U17. Tu passes 4 ans avec eux avant d'intégrer le staff de Christophe Galtier en tant qu'adjoint. C'était rejoindre ce monde pro, c'était vraiment quelque chose, une chose à laquelle tu aspirais, ou tu aurais pu faire toute ta carrière chez les jeunes? Est-ce que tu étais épanoui, toi, comme formateur? Non, non, moi j'étais épanoui. Moi, le gros changement, c'est quand je suis revenu en 2007. Là, je rêvais, j'étais avec les moins de 17. J'avais pris beaucoup d'expérience en tant que conseiller technique. Mais là, je mettais en application. Moi, j'aurais fait des années au centre de formation. Moi, j'étais plutôt destiné, le président me le disait souvent, à être peut-être le futur directeur du centre. C'est pour ça qu'il voulait que je passe mon formateur. Moi, j'étais un petit de Roland aussi. Donc, Mhm. jamais j'aurais pensé faire ce que j'ai fait avec les pros. Hein. Moi, c'est Christophe Galtier qui m'a donné une chance énorme, qui m'a tendu la main, tout simplement parce qu'on s'est connus à travers le club, qui m'a vu travailler, qu'humainement, on aimait discuter de foot, et voilà, c'est parti. Mais
je pensais toujours avoir cette vocation à diriger, mais plutôt un centre de formation et de diriger des belles équipes de jeunes. Moi, mon objectif suprême à Saint-Etienne, ça aurait été d'avoir la réserve, par exemple. D'accord. Mais après, bon, bah, après, j'ai goûté au pro, c'était encore complètement différent. Je m'attendais pas à ça. Un autre monde, mais complètement. Un autre football, un autre monde. Et là, ça m'a encore fait progresser de manière à me dire maintenant, ben, peut-être reste encore en haut, tente ta chance, parce Mmh. que c'est vrai que ça va encore plus vite déjà que les moins de 17 nationaux ou des fois les moins de 19 et la réserve, ça allait vite les matchs, mais en pro. Et puis il y a tout ce qui tourne autour. Donc quand j'ai vu moi je suis un puriste un peu du foot, quand je voyais la vitesse en Ligue 1, que j'étais adjoint, à laquelle ça joue, quand vous êtes à Geoffroy Guichard sur le banc de touche, les impacts, les prises de balles, bon, quand vous aimez le foot, vous dites mais c'est là qu'il faut rester. Il faut rester là parce que plus ça va vite et plus c'est un kiff en fait de voir le match. Et voilà, toi t'es le coach ou t'es l'adjoint, il faut résoudre des problèmes de jeu, il y a de la pression. C'est tout ce que je voulais, quoi. C'était une révélation. Me dire, mais en fait, c'est mon milieu, ça. C'est là-dedans que j'aurais toujours dû être. Donc après, quand je l'ai goûté, j'ai eu envie d'y rester. Mais au départ, vraiment, c'est grâce à Christophe on s'est connus. Je me souviens, il était avec Alain Perrin. Il passait, à l'époque, il fumait sa cigarette. Il sortait de son entraînement avec Alain Perrin. Il s'arrêtait sur mon terrain. Les moins de 17, on avait le terrain à côté de la plaine des pros. Moi, j'étais dans une grosse saison. C'est l'année où on a fait les poules finales avec Zouma, avec Vachou, tous ces joueurs-là. Donc, on avait fait une grosse saison. Donc, je me souviens, on allait jouer un match déterminant à Marseille, là. Et il était venu nous parler. Il était adjoint. Donc, on lui parlait comment tu vas jouer. Alors, il savait un peu nos résultats. On faisait une belle saison au moins de 17. Et voilà. Et puis, il regardait mes séances souvent. Il fumait sa cigarette. Là, il regardait mes séances. Les... Moi, j'avais un côté, j'aimais créer des exercices. Il y a beaucoup de choses qui lui plaisaient, sûrement, dans mon animation, tout ça. Ça s'est fait un peu comme ça. Quand tu l'as rejoint, tu le disais, tu étais plus jeune que certains de ces joueurs. Tu n'avais pas forcément Oui. une grosse carrière pro derrière toi. Est-ce qu'il a fallu comment dire, que tu construises ta légitimité? Complètement. D'ailleurs, il m'avait prévenu. Il m'a dit comment tu vas faire au bout de 2 mois quand tu vas devoir rentrer dedans un joueur qui, par exemple, a été acheté 4-5 millions d'euros, qui a 30 ans, et que toi, tu débarques, tu es rentré dans des moins de 17, tu es adjoint. Donc, il m'avait prévenu. Et c'est vrai que bah, j'ai été testé. Hein. Donc, mais je pense que s'il m'a laissé, et même fait grandir avec lui à ce poste-là, et l'importance que j'ai pris après, c'est sûrement que moi, je me suis révélé là-dedans. J'avais pas de crainte par rapport à ça. J'étais assez à l'aise avec les joueurs. Rapidement, je pense qu'ils ont vu ma manière d'animer, avec ma voix. J'étais authentique et puis je pense que j'ai amené une expertise aussi un peu pour Christophe de méthodologie, un peu technique, tactique, que lui après m'a amené aussi. Voilà, on se complétait, donc rapidement ça se ressentait. Donc rapidement, finalement, il y a eu 2-3 mois en effet pas difficile, mais vraiment attention de découverte, mais rapidement je me sentais bien. Et lui, il me sentait bien, je pense. Voilà. Tu es tombé dans une période 2011-2015 où ça a été, il y avait un sentiment un peu d'harmonie à tous les échelons du club, ça travaillait bien, il y avait Oui, des résultats, Coupe de la Ligue évidemment. Comment tu as vécu toi oui. ces moments-là, cette période? Moi, j'ai vécu un rêve pendant ces 9 ans à Saint-Étienne, de 2007 là, 2015-2016, parce que j'ai eu de l'harmonie au centre de formation. Les 4 ans, je me suis régalé, avec des caractères différents. On avait faim, les éducateurs. Il y avait Gilles Rodriguez, il y avait Abdel, il y avait Jean-Phi, il y avait Alain Blachon. On passait nos soirées, nos journées au club, ça parlait football. On redéveloppait le centre de formation. Après, moi, j'ai eu la chance de monter avec les joueurs, avec les Guy Lavogui, les Goulam, les Zouma, d'embrayer, d'avoir une harmonie avec le président, avec le staff, avec Christophe, avec des résultats qui on grandissait aussi. On avait très faim. On arrivait septième, après on arrivait cinquième. On découvrait la Coupe d'Europe, on se faisait éliminer, mais l'année d'après on faisait les poules. On battait des records à Noël. J'ai souviens une année on est passé à plus de 30 points à Noël, des choses qui étaient plus arrivées depuis longtemps. Voilà, donc c'est vrai que c'était. Je me suis pas assez rendu compte de la chance qu'on avait, mais grâce à notre travail à tous, quoi, en fait. C'était notre travail à tous. Le médical avec Tarak, avec le staff, avec tous les collègues, on était tous dans la même dynamique et c'est vrai qu'on s'est pas rendu compte à quel point la stabilité, l'harmonie, les résultats, on s'en rendait compte, hein, parce qu'on était humble, mais c'était super. Vraiment, c'était une période, une belle, très très belle période de ma vie. Et tout ça fait que j'avance sur la fin de votre collaboration. Même pour moi qui suivais le club de très près à l'époque, ton départ il a été d'autant plus surprenant et on n'a jamais trop su C'est ce qui vrai. s'était exactement passé. Est-ce que maintenant il y a prescription et on peut en parler ou c'est encore un petit peu tabou? Oui, oui, oui. Et puis en plus, il s'est pas passé grand-chose au final. Très honnêtement, bien sûr qu'on peut en parler parce que
Il s'est passé que simplement, c'est vrai que je travaillais 5 ans plein, presque 6 ans, parce que j'avais débuté un petit peu déjà quand j'étais avec les moins 17 pour Christophe, aller voir des matchs, après vraiment adjoint. Et c'est vrai qu'on avait tous pris de l'importance. On grandissait, et puis c'est sûr que les 2, 3 derniers mois, il n'y a eu aucun problème, mais c'est vrai que ma relation, moi j'étais très très proche de Christophe, humainement, en dehors, même dans ma vie l'été, si je partais en vacances dans le sud, il fallait que je m'arrête chez Christophe, on était proches, et on l'est toujours, mais là c'était vraiment fusionnel. Et puis c'est vrai que le club grandissait, Christophe grandissait, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et moi, je grandissais aussi, donc c'est vrai que la parole de l'adjoint numéro un, des fois, elle était moins écoutée. Il y avait d'autres membres dans le staff grossissait. C'était dur aussi d'avoir, tout le monde avait des envies. Beaucoup de gens parlaient à Christophe, et c'est vrai que à un moment, je pense que c'est venu de moi. Je me suis un peu fermé sur les 2, 3 derniers mois de la saison parce que il y avait des choses, mais des choses bénignes que je peux pas trop expliquer là, des choix d'entraînement, des choix de joueurs, des choses comme Mhm. ça, qui font qu'on s'est un peu tendu avec Christophe, on s'est un peu fermé, manque de communication. Et au final, sur la fin de saison, comme ça a un petit peu pété sur une réunion, si t'es pas content, t'as qu'à partir, ouais, c'est comme ça, voilà. Et puis lui, c'était le coach, donc c'était à moi de partir. Et puis voilà, moi aussi, peut-être que je grandissais, je prenais plus de caractère, ce qu'il m'a dit aussi. Bon, moi, j'ai reconnu mes torts. Lui, je l'ai revu il y a 2, 3 ans à Lille. Il a reconnu ses torts avec moi en me disant, c'est vrai que Romain, c'est dommage. Même moi, j'ai déconné. Et moi aussi, j'ai déconné, mais un peu tête dure. Bon, on a des égos. Moi, je suis parti faire ma route un peu tout seul. Et puis, c'était un peu la fin d'une histoire. Les belles histoires ont toujours une fin, hein, comme avec une femme parfois, comme avec. Mais vraiment, pas grand-chose. Et puis surtout, depuis, il a fallu 2, 3 ans où on s'est pas trop parlé. Puis depuis, on se revoit, on s'envoie des messages. Alors pas tout le temps, mais on est très content de parler de foot. J'ai été monté, il m'avait invité à Lille. On s'appelle pour les bons vœux. On s'appelle pour quand il était champion. Voilà, maintenant c'est bien comme ça finalement. En tout cas, tu as quitté on va dire un club et une équipe assez stable pour une aventure à Evian-Tonon-Gaillard où là, c'était complètement différent, avec des résultats compliqués. Tu reprends l'équipe en cours de saison. Vous descendez, je crois, pour 3 points en national. Il me semble que tu devais continuer dans l'idée à la tête de l'équipe et puis le club est liquidé, je crois, il me semble. Comment tu as vécu cette agitation un peu permanente? Là, ça a été compliqué parce que c'était au-delà du sportif. Moi, je sais que je suis parti à Evian sans trop me renseigner parce que j'avais envie de travailler. Puis Evian, ça me plaisait, ce club. Voilà, adjoint de sa fête, moi, c'était excellent. Et puis, en fait, le club était en grosse difficulté au-delà du sportif, dans l'organisationnel, dans le financier. Il y a il y a eu des guerres d'actionnaires et tout. Moi, je me suis battu plus que j'ai vu pour ce club. Que ce soit adjoint, que ce soit numéro un, on a fait du bon travail, on avait une équipe disciplinée, on n'a pas pris beaucoup de buts, on faisait beaucoup de 0-0, mais le club était gangréné et ça se ressentait sur notre équipe. Donc malgré ça, très proche de M. Bakhtiar, que j'ai remercié, qui est une personne formidable, qui était le président actionnaire, mais très esselé avec lui. Voilà, donc on a lutté, mais le club, c'était comme vous dites, il y a des moments, il y a une atmosphère qui fait qu'une équipe peut pas s'en sortir. Et avec du recul, avec tous les soucis qu'on a su après, bon, c'était même un miracle, si vous voulez, d'arriver à terminer la première saison en Ligue 2. Malgré tout, ils m'ont fait confiance parce que je travaillais beaucoup, donc ils m'ont gardé en national. Et malheureusement, au mois de septembre, en début de championnat, on a été arrêté avec le dépôt de bilan. Mmh. Donc là, ça a été très très dur pour moi cette période parce que j'ai passé une année derrière qui a suivi où j'ai pas travaillé et puis ça s'arrêtait comme ça sur un dépôt de bilan parce que moi, travailler après en national avec Evian, quelque part, j'étais heureux quoi. J'avais un bon effectif, on avait fait une préparation depuis le mois de juin. Voilà, moi que ce soit en Ligue 2 ou en national, bon moi j'en étais pas là. Moi j'étais content de travailler avec Monsieur Bakhtiar, la bonne condition. Ah, le dépôt de bilan, ça a été terrible. C'est pas la descente qui était terrible, c'est le dépôt de bilan. C'est ta première expérience en tant que numéro un et tu disais il s'est passé quasiment un an avant que tu rebondisses ensuite en Andrézieux un cran plus bas. Est-ce que tu as eu peur d'être Voilà, oublié à ce moment-là? complètement. Puis c'est pas peur, c'est une réalité. Le foot, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de recul et des valeurs qui doivent vous aider à prendre du recul, les valeurs de votre famille, vos valeurs à vous, parce que vous êtes entraîneur numéro un, vous avez 100 coups de fil ou 100 textos, une centaine à peu près par jour, ou 70 pour vos joueurs, des agents, des gens du club. Et puis d'un coup, vous n'avez plus, du jour au lendemain, vous n'avez plus un message. Mais plus, quand je dis plus un message, c'est plus un message. Même des gens que vous pensiez, vos amis proches.
Donc là, vous êtes seul, hein. Vous êtes seul. Bon, c'était une période très dure, moi. Maintenant, ça va mieux quand je connaissais cette période, mais là, c'était la première fois que je connaissais ça. Bon, 1 an et demi avant, j'étais à Saint-Étienne à faire des matchs de Coupe d'Europe. Là, bon, j'étais là-bas, dans une région que je connaissais pas. On était resté là-bas parce que mes enfants allaient à l'école. Donc, ça a été très dur, très, très dur, sincèrement. Et puis, ça m'a forgé. Puis après, j'ai rebondi en Andrézieux. De toute façon, à chaque fois que vous avez des échecs comme ça, vous repassez par la case nationale 2. Il faut remonter, il faut reprouver des choses. C'est un beau métier, mais c'est un métier qui est plus fait d'échecs que de joie, hein. Donc, il faut en avoir conscience, hein, malgré que les gens nous voient les entraîneurs comme les gens. Voilà, vous avez un beau métier, vous dirigez, vous gagnez bien votre vie et tout. C'est compliqué, hein, ces passages-là. Mais bon, c'est ce qui fait qu'on est fort aussi. Du coup, dans la foulée, donc tu as pas mal enchaîné. On l'a dit, Andrézieux en N2, Cholet en N1, aujourd'hui Dunkerque en Ligue 2. Est-ce que le métier change beaucoup, justement, quand on officie en pro, en N1, en N2, ou la base reste la même? Non, la base de l'entraînement, elle reste la même, du management des joueurs, elle reste la même, surtout quand la N2, la N1 et la Ligue 2, c'est les mêmes séances, c'est les mêmes matchs. Bon, le niveau individuel des joueurs, il change, hein. Joueur de Ligue 2, il y a des joueurs que j'ai à Dunkerque que j'avais pas dans l'effectif à Andrézieux, mais j'aborde mon travail de la même façon, moi. Je fais les mêmes vidéos, je fais les mêmes choses, c'est les mêmes réflexions tactiques. Surtout ces trois niveaux-là. La Ligue 1, c'est différent pour moi. Après, ce qui est différent en Ligue 2 quand même par rapport en National 2, même si à Andrézieux, c'est des clubs où il y a déjà une certaine pression, ou à Cholet, mais en la Ligue 2, il y a la même pression, mais il y a la médiatisation. La moindre chose, déjà en Ligue 2 française, la France, c'est un pays de foot quand même. Donc, vos messages dans les conférences de presse, vos résultats, tout est plus exposé, il y a plus de supporters. Donc, il y a une pression qui est supplémentaire sur Mhm. l'extérieur. Après, en intérieur, vous avez la même pression de résultat en Brézieux que vous vous mettez vous-même qu'à Dunkerque ou qu'à Cholet. Mais il y a la médiatisation quand même qui est beaucoup plus là en Ligue 2 qu'il faut en tenir compte. Andrézieux, vous êtes passé pas loin de monter en National 1, qui est l'objectif du club depuis un petit moment. Est-ce que c'est un de tes gros regrets, pour pas dire échec? Non, non, échec non, parce que je pense que avec comment a été organisé le club et comment on l'a amené, on a surperformé d'arriver à jouer la montée. C'est ce que les D'accord. gens ne se sont pas rendus compte. Moi, je le vois plus comme ça pour l'avoir vécu en Je interne, disais échec sincèrement. parce que vous avez longtemps fait la course en tête. C'était pour ça que je le présentais. Oui, 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 mais c'est vrai qu'on a fait longtemps la course en tête. Bon, déjà, il y a eu un coup dur, c'est la perte de notre attaquant Romain Spano qui avait marqué 10 buts à Noël. Et comme on avait bien travaillé, c'est normal que ces garçons-là repartaient dans le monde pro. Donc voilà, et puis ça restait un club qui intégrait un nouveau stade, mais qui avait un fonctionnement très amateur. Et au contraire, on l'a énormément développé dans la méthodologie d'entraînement. Déjà, on a basculé comme des pros. C'était la première année à s'entraîner le matin, à faire de la muscu, à faire de la vidéo. Voilà, donc après, on a fait un super parcours en Coupe de France. Je vais jouer contre Auxerre, il me semble. On a joué la montée. Donc, certes, c'est un échec quand vous passez une demi-saison de tête, mais à un moment, on a perdu Villefranche-et-Montée, on a perdu 3 fois contre eux, 2 fois en championnat, 1 fois en amical. Donc, à un moment, c'est bien que c'était quand même au-dessus de nous. Ça, c'est des analyses d'entraîneurs, mais c'est vrai que les gens l'ont vécu comme un échec. Moi, mon gros défaut, je pense que j'ai eu dans beaucoup d'endroits dans ma carrière, c'est que je suis pas très bon en communication. J'aime pas trop ça, je sais pas bien me vendre. Donc, c'est vrai que des fois, bon, j'aurais peut-être dû mieux expliquer, encore une fois, toutes ces saisons qui étaient en fait des réussites pour moi, mais qui ont été perçues un peu comme un échec. Mais c'était une saison exceptionnelle. On a fait beaucoup de matchs, on a gagné beaucoup de matchs. On n'est pas monté en ayant fait 16 victoires en 30 matchs, je crois. On a fait plus de 54 points ou 56 points. Enfin, on a fait une grosse saison quand même. Mais bon, voilà, c'est vrai que. Mais bon, on a énormément développé le club aussi. Pour revenir sur une autre problématique plus actuelle, c'est la gestion du Covid. Comment toi, en tant qu'entraîneur, tu vis le fait du jour au lendemain pouvoir perdre des joueurs pour 1 ou 2 semaines, des matchs reportés, etc. Comment on le gère au quotidien? C'est très dur parce que même si on dit que l'entraîneur il est toujours dans l'adaptation, c'est le maître mot, il faut toujours adapter sa séance, s'adapter à tout, à un nouveau club. On est les rois de l'adaptation, les rois du bricolage, mais on aime quand même avoir certaines garanties. Quand on travaille la semaine tactiquement et que là maintenant il y a le Covid et qu'à 48 heures de match, on vous enlève 2 joueurs parce qu'ils sont positifs, ce qui est normal, hein, et que en fait, vous savez plus pourquoi vous changez de système, quoi, parce que ces 2 jours-là, si on en met 2 autres, il vaut mieux jouer dans tel système, vous n'avez rien préparé. Moi, j'aime pas ça, je vois pas mon métier comme ça.
Même si ça pouvait arriver avant avec une blessure ou quoi, mais là avec le Covid, ça devient un petit peu du n'importe quoi. Et en même temps, que faire? Moi, j'ai aussi souffert énormément l'année dernière avec mes joueurs en Brésieux, où les championnats, déjà l'année d'avant, avaient été arrêtés. L'année dernière, on s'est entraîné des mois entiers, où on a maintenu l'exigence, pour les joueurs surtout. Et les joueurs ont été formidables parce que c'est leur gagne-pain, qu'il faut maintenir un rythme, une intensité. Donc cette année, je ne vais pas me plaindre, si vous voulez, en Ligue 2, de perdre un joueur la veille du match pour un test. Parce que je vois la chance qu'on a d'être sur les terrains avec tout ce qui se passe, et moi, c'est ma vie. S'il n'y a pas de match, on est malade. Mais c'est vrai que pour un entraîneur, même si on est les rois de l'adaptation, pour en revenir à la question, c'est embêtant parce que ça devient un petit peu du n'importe quoi. On fait des entraînements, d'un coup, il y a 6 ou 7 cas, donc ça nous change complètement finalement les résultats, les compos. Ça tombe comme ça du jour au lendemain. C'est surprenant. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues. Merci d'avoir écouté ce premier épisode avec Romain Révéli. Je compte sur vous pour le partager au plus grand nombre autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Si vous souhaitez débattre, faire des remarques ou donner des idées d'invités, direction Facebook, Twitter et Instagram, écrivez-moi aussi par mail à dessous@gmail.com et rendez-vous le 26 février pour la suite de l'entretien avec Romain. Ciao!